Bonjour, je suis Stéphane Brunel, maître de conférence à l'Université de Bordeaux et j'enseigne à l'École supérieure du professorat et d'éducation d'Aquitaine. En préambule, je voudrais dire que la pédagogie inversée n'est pas une révolution. Elle est juste une remise en cause d'un espace-temps et un espace dit espace-classe conventionnel. La pédagogie inversée peut être mise en œuvre avec ou sans moyens numériques. Je m'intéresserai aujourd'hui à l'apport du numérique dans la pédagogie inversée. La multitude des outils est pour moi un brouillard. L'image du brouillard que j'ai choisie en tout début de mon intervention n'est pas anodine. La différence entre le brouillard et la déferlante, on le comprend très vite, c'est la forme de l'eau qui nous entoure et nous submerge, et non sa quantité. En effet, si la déferlante fait peur, parce que plus visible et potentiellement plus concentrée en énergie directe, la quantité d'eau présente dans le brouillard est équivalente. Et c'est bien ça le souci aujourd'hui, me semble-t-il, du numérique dans nos classes, qu'elles soient inversées ou pas d'ailleurs. De nombreuses questions apparaissent et s'entremêlent de façon parfois très complexe. Je voudrais, en tout premier lieu, dire que la pédagogie inversée doit participer au départ à la mise en place d'une vision claire. Je voudrais rappeler que la question de l'utilité par rapport à la pratique pédagogique personnelle de l'enseignant reste primordiale. L'enseignant a besoin d'une vision systémique et c'est indispensable à une bonne ingénierie pédagogique. Les outils sont liés à la stratégie de l'enseignant et non l'inverse. Par exemple, des outils institutionnels ou non sont mis à disposition des enseignants et des élèves. Mais aujourd'hui, l'émergence des dispositifs autonomes, appelés BIOD, bouleverse un peu les schémas de base. Sous l'acronyme BYOD, donc BIOD, se cache en fait la possibilité que les élèves ont d'emporter leur smartphone en classe ou tout autre support numérique leur appartenant. Un smartphone, par exemple, est le début d'une réalité augmentée lors d'une observation d'un objet ou d'une situation. Si le smartphone personnel de l'élève est envisagé comme faisant partie du processus d'apprentissage, parce que potentiellement capable de donner des réponses rapides à une question complexe, cela devient un élément indispensable. Non seulement l'outil devient appendice complémentaire du cerveau de l'élève, mais également outil d'apprentissage premier, par l'identification des données potentiellement justes et vérifiables, donc utilisables. De plus en plus souvent, des élèves arrivent en classe avec des prédispositions technico-numériques. Certains le disent d'ailleurs. Ils sont plus à l'aise avec tel ou tel logiciel plutôt que tel autre. C'est une donnée qu'il faudra à terme prendre en charge. Les enfants ont un environnement numérique externe à l'école et le numérique, me semble-t-il, permet de rendre cohérent l'externe et l'interne de la structure d'apprentissage. À eux, le choix de l'outil en fonction de leur choix d'objectif. Par exemple, sur le même support se trouve confronté le bruit médiatique de telle ou telle découverte scientifique et la possibilité d'avoir un peu de recul par rapport à l'annonce qu'en ont fait les médias. Nous le savons tous, parfois des annonces dites scientifiques sont d'une nature plus sensationnaliste que d'une vérité scientifique établie. Pourtant, le sensationnel et la réalité scientifique sont sur le même support. Quelques analyses après observation. Ce qui apparaît comme frappant de mes nombreuses observations pourrait être décliné de la façon suivante. Le fond et la forme ont véritablement besoin d'être questionnés en permanence. L'accélération du passage de l'un à l'autre rend de plus en plus complexe la perception finale de l'objectif de l'apprentissage. Ainsi, je me permets de faire quelques remarques, peut-être en décalage avec ce que la réalité veut bien nous montrer. Premièrement, il reste important que l'enseignant conserve un niveau de langage correct. Il apparaît dans bien des cas un décalage important entre le niveau de performance des outils et le niveau de langage, donc d'expression et donc de médiation qui est en relation avec lui. Serait-ce une préfiguration d'un nouveau langage numérique technicien, possiblement décalé d'un langage issu d'une expertise littéraire, par exemple? La définition des termes est importante pour savoir ce que le but premier de l'utilisation permet. Par exemple, j'entends très souvent « ceci permet de créer de l'interaction » au lieu de dire « créer de l'interactivité ». Et cela montre une méconnaissance possible, non seulement des termes et de ce qu'ils recouvrent, mais également une confusion de ce que les élèves sont en train de faire, en sachant que l'interactivité et l'interaction ne sont pas plus simples l'une que l'autre à mettre en œuvre. J'appelle interaction et interactivité le fait que le système lui-même s'auto-adapte à son interlocuteur et qu'il mette en œuvre des possibles attendus par l'activité numérique.
Interaction et interactivité, si parfois se mêlent, ces termes se différencient très souvent techniquement. Je voudrais maintenant venir sur un point qui me paraît essentiel, c'est le point de l'organisation dans la classe, qui reste à mon avis en questionnement. Après avoir observé une lenteur technique à mettre en œuvre les activités dues essentiellement à certaines machines proches de l'obsolescence, il est à noter le grand potentiel créatif des outils permettant aux élèves de les laisser explorer, se tromper, s'exprimer. Les configurations des groupes, tant du point de vue de la constitution en nombre, mais également en termes d'utilisation des outils, semblent encore poser question. Une tablette pour 5 élèves ne semble pas raisonnable, alors que cet outil, initialement prévu pour une dimension personnelle. Ce qui implique que les élèves regardent la tablette à l'envers. Alors pourquoi la manipulabilité de l'outil ne permet pas une meilleure condition de lecture, ce qui reste quand même paradoxal. Si j'en juge multiples exemples que j'ai pu observer, dans la grande majorité des cas, les élèves sont en construction, en mode coworking, en coopération. Il semble également que l'outil soit le fil rouge des interactions principales. Il concentre de par sa position, devenue centrale, toute l'attention sur lui. Il semble parfois que le sujet traité est au second plan, les potentialités de l'outil numérique prenant le pas sur le fond de la connaissance à acquérir. Par exemple, de nombreux travaux d'élèves consistent à rechercher des informations en ligne pour au final en faire une présentation. L'outil devient l'organisateur des données potentiellement interactives, l'élève reconstruit, ni plus ni moins, le cours. Peut-on imaginer que ce soit à l'élève de reconstruire le cours que son professeur, de par son expertise, est le seul capable à mettre en œuvre? Le but n'est pas de faire une présentation pour montrer et dire, mais pour faire et de là comprendre. Il ne me semble pas que s'arrêter à une présentation plus ou moins numérique, ce soit le point pertinent, ni la finalité de la pédagogie inversée. À écouter de plus près les acteurs de la pédagogie inversée, la démonstration de l'intérêt et ce qui est dit du travail effectué est plus souvent axé sur le processus numérique de sauvegarde de l'information, le processus numérique de découverte de la donnée, de son identification, et non sur ce que le fait que apprendre dans ce dispositif est si particulier et intéressant de par sa différenciation. Le guidage des enfants est davantage sur le processus d'élaboration du contenu et non sur le fond de l'organisation des données entre elles, ce qui est dans bien des cas donne du sens aux informations pour en faire des connaissances. Écrire une formule au tableau et la prendre en photo, n'expliquant rien ou retrouver telle ou telle équation et sa résolution pertinente dans un processus autre que celui de la classe. Une équation ou un modèle est construit pour être transféré et non pour rester dans une salle de classe. Le processus d'apprentissage en pédagogie inversée est un processus structuré, c'est indéniable. La nécessité, par exemple, de faire une synthèse de structuration implique la question de l'apprentissage par étapes non structurées. Il semble difficile d'avoir un cheminement non cadré parce que la connaissance se construit sur les échecs et le rappel continu de l'écart à l'échec. Ce qui reste important, c'est la différenciation qu'installe la réussite par rapport à toutes les formes de balbutiement. En conclusion, j'essaierai d'évoquer quelques perspectives. La question que je me pose aujourd'hui est comment faire une synthèse et à quoi sert une synthèse en pédagogie inversée, si ce n'est retomber dans une façon de faire cours de façon traditionnelle. La pédagogie inversée doit impérativement s'emparer, non pas de la potentialité que confèrent les outils pour l'accélération de la découverte, du tri, du stockage, de l'organisation et enfin de la représentation des données. La pédagogie de projet base d'une pédagogie inversée doit être la promotion d'un transfert de connaissances organisé et déployé dans un projet qui n'est pas conforme aux attendus du cours. Quand je dis cela, je ne remets pas en cause la structuration du cours. Je veux juste évoquer le fait que les outils numériques doivent permettre d'aller plus loin que la modélisation de l'équation, par exemple, et permettre une simulation en fonction du fonctionnement de cette équation. C'est le projet qui doit être la synthèse de l'acquisition des connaissances. Un projet dont le but serait de faire la collecte de connaissances trouvées de ci de là n'est pour moi pas du tout en conformité avec les attendus de la pédagogie de projet embarquée dans la pédagogie inversée. Par contre, un projet dont la synthèse des théories apprises et manipulées ensemble est construite en coopération et qui permet la résolution d'un problème ayant un pied dans une réalité définie par un besoin à satisfaire, par la mise en œuvre et le suivi des étapes d'un processus d'élaboration réelle, me semble tout à fait pertinent et en phase avec ce que l'on peut appeler la pédagogie inversée.